Et voilà, bon rebonjour, bonjour à ceux et celles qui viennent d'arriver. Bienvenue à ce jeudi de TI consacré au Colza Bio. Je vous ai simplement mis le lien pour vous inscrire au prochain jeudi de TI consacré à la cameline et qui aura lieu jeudi prochain. Je vous propose il est 31, je vous propose qu'on commence maintenant que tout le monde est là ou presque. Merci pour votre participation à ce jeudi de TI consacré au Colza Bio à l'occasion de la sortie d'un tout nouveau guide de culture, donc sur variété, lutte contre les adventices et les ravageurs, fertilisation. Les experts de l'Institut ont synthétisé tout ce qu'il faut savoir pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa campagne de Colza Bio, avec en particulier les recommandations qui sont issues des résultats d'essais du projet partenarial Cécole Bio, auquel Terrinovia a participé activement. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole à Cécile Legal, chargée d'études environnement et agriculture biologique de Terrinovia. Avant tout, sachez d'abord que ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Vous pourrez poser également toutes vos questions sur le chat en live. Cécile sera ensuite ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Cécile. C'est à vous. Merci beaucoup Stéphanie, voilà pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler colza biologique et on va surtout parler, guide de culture. Pour vous présenter, voilà, le nouveau guide qui a été élaboré, cette année, donc sur le colza, spécifiquement pour la production en conditions biologiques. Alors, juste un petit point d'introduction quand même pour vous rappeler la place du colza bio en France. Donc, c'est une production en fait qui a pris ses envols sur ces dernières années. Parce que si vous regardez le petit graphique là qui vient d'apparaître sur votre écran, vous pouvez voir que notamment tout ce qui est l'histogramme, donc ça représente les surfaces et les petits points verts, ça représente la collecte. Bah, les histogrammes, c'est resté quand même assez plat, j'allais dire, jusqu'en 2015. On naviguait aux alentours de 1000 hectares de production en France. Et vous pouvez voir que finalement, entre 2015 et 2022, bah, on est passé de 1000 à 12 000 hectares en France. Et de la même manière, la collecte a suivi, hein, puisqu'on était aux alentours, pareil, des 1000 tonnes produits par an sur notre territoire pour atteindre les 15 000 tonnes voilà, en 2022. Donc cette production, eh bien, aujourd'hui, elle se concentre quand même sur le bassin du Grand Ouest, hein. Vous pouvez voir que la première région productrice, en tout cas en 2022, c'était les Pays de la Loire, donc avec près de 2600 hectares. Et on avait en embuscade, hein, quand même, juste derrière, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est vrai que c'est pareil, là, c'était opéré un changement, hein, qui était quand même assez, voilà, qui était assez nouveau, puisque avant c'était quand même l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine en fait qui tenaient le haut du pavé. Et là, sur les dernières années, donc on a eu finalement une production qui s'est un peu délocalisée vers le Grand Ouest, puisque vous pouvez voir que quand même en quatrième position, la Bretagne n'est pas loin. Ce qu'il faut dire, c'est que, bah, voilà, là, on avait une production qui a pris son envol. Malheureusement, la demande est restée très forte, hein, jusqu'en 2020, hein. Jusqu'en 2020, on produisait environ 1/5 de ce qu'on consommait en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est intéressé, avec les partenaires dans le cadre du projet Sèche Bio dont je parlerai juste après, à cette production-là. Mais voilà, la demande a marqué un coup d'arrêt donc à partir de 2020-2021 avec la crise du bio que vous pouvez, voilà, vous devez connaître, par ailleurs et qui est en légère, reprise depuis 2024. Donc le projet Stécole Bio justement, eh bien, il faut savoir que le colza biologique, c'est une culture qui est réputée risquée. Il y avait eu pas mal d'expériences qui avaient été faites à droite et à gauche, hein, sur la conduite du colza en bio sur les différents bassins de production. Mais finalement, on avait besoin, en tout cas quand on a lancé le projet, Stécole Bio en 2019-2020, d'avoir une vision, voilà, de ce que c'était que le colza bio à l'échelle française. Où est-ce qu'il se produisait? Là où il se produisait, bah, finalement, quels étaient les facteurs limitants, principaux de sa production? Et aussi, fort de l'expérience qu'on avait en conventionnel, on savait que l'étape d'implantation du colza était quand même le point critique, hein, pour la réussite du colza. Et donc, on voulait aussi pouvoir tester différents leviers afin justement de pouvoir sécuriser cette période d'implantation et donc augmenter le potentiel de performance de la culture. Donc, on a voilà, construit ce projet donc avec 13 partenaires, hein, qui représentaient un peu la France entière parce qu'on avait, bah, toute la partie Occitanie, Landes, le bassin du Grand Ouest donc avec les Bretagnes, le Pays de la Loire, le bassin du Nord-Est avec un gros socle en Bourgogne-Franche-Comté et aussi, des partenaires en Lorraine et ensuite, bah, voilà pour la partie Sud-Est, la partie, Drône et Rhône qui était représentée.
Donc c'est ce que je vous disais, donc on a eu un projet qui s'est articulé autour de 2 grosses actions, une partie observatoire de diagnostic agronomique pour mieux comprendre les facteurs limitants et une partie essai, là, qui visait vraiment à sécuriser les leviers. Donc on ne reviendra pas, en tout cas de manière formelle, sur les résultats de ces cols bio, mais dites-vous que voilà, c'est tout ça qui a servi en fait à nourrir finalement le guide Colza Bio qu'on vous propose aujourd'hui. Parce que justement, à l'issue de ce projet, on avait comme ambition avec les partenaires de pouvoir construire un guide de culture, voilà, dédié à cette production-là, qui permette en fait de synthétiser les connaissances, les références et toute l'expertise qu'on avait pu acquérir au sein du projet, mais aussi en fait finalement toute l'expertise qui était antérieure, voilà, issue des partenaires et de nous-mêmes. Donc voilà, le guide Colza Bio aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de ce travail collaboratif et je voulais vraiment remercier les partenaires et puis le financeur du projet de nous avoir permis, voilà, de pouvoir le mener jusqu'au bout. Alors pourquoi un guide spécifique sur le colza bio? Eh bien tout simplement parce que les enjeux et les contraintes en fait du colza bio ne sont pas forcément les mêmes, qu'en conventionnel. Bah, tout simplement déjà la non-utilisation des intrants de synthèse, fait qu'on va modifier l'itinéraire technique du colza, mais en fait aussi de toute la rotation, dans lequel il s'inscrit. Les besoins du marché, les attentes aussi des consommateurs sont pas les mêmes. Donc forcément en fait on a, une production, voilà, qui va se caler sur d'autres facteurs que ce qu'on peut avoir en conventionnel. Ce qu'on a pu observer aussi, grâce aux observatoires de diagnostic agronomique, c'est que la hiérarchisation des facteurs limitants, en fait, n'est pas forcément non plus la même qu'en conventionnel. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a déjà une forte contrainte, hein, sur la nutrition azotée en colza biologique, hein, parce qu'il y a très peu de fertilisation au printemps. La fertilisation se fait principalement au semis. On a un colza qui est en fin d'azote assez souvent, donc au moment du printemps. Donc, ce qui va influencer sur ses performances, le potentiel de rendement. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'aussi les adventices constituent le principal facteur limitant sur beaucoup, beaucoup de bassins. J'allais dire, à l'exception dans ceux qu'on a inventoriés, notamment de la Bourgogne-Franche-Comté, où là, bien évidemment, la pression ravageur est aussi un frein très important. Mais voilà, on va dire que même sur ce bassin-là, le facteur limitant ravageur et adventice était quand même presque sur un pied d'égalité. Ce qui n'a pas changé, par contre, pour le colza bio, eh bien, c'est que l'implantation, c'est toujours la phase clé pour assurer le succès du colza. Donc, on va vous dire la même chose, j'allais dire, qu'en conventionnel. Prendre un bon départ, c'est la clé. Et j'allais dire, si on raisonne dans des grosses masses, on va dire que réussir l'implantation dans un colza bio, c'est assurer 50% du potentiel de rendement. C'est dans les grosses masses, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est ce qu'on a pu constater au niveau des observatoires notamment. Alors, quand on parle de réussir l'implantation, c'est quoi? On va parler préparation du sol, on va parler semis, bien évidemment. Et l'idée, c'est que d'optimiser donc ces 2 moments pour pouvoir ensuite assurer un démarrage rapide, puis une croissance maximisée de la culture sur la phase automnale. Et un petit point aussi qui nous a paru important à mettre en avant, c'est aussi le choix du précédent. Alors pourquoi le choix du précédent? Eh bien, ce qu'on a pu voir au sein des observatoires, du projet Sécole Bio, c'est que, le principal précédent qu'on avait en colza biologique, c'était les céréales à paille, ce que l'on retrouve d'ailleurs en conventionnel. Mais là, j'allais dire au niveau, en tout cas au niveau du bio, ça nous a posé, pas mal de questions parce qu'on sait très bien que le choix du précédent, ça va impacter énormément en fait la gestion du colza, notamment tout ce qui va être gestion derrière, du travail du sol et gestion des adventices, ainsi que la gestion de la fertilisation azotée. Donc, on a bien sûr aussi des impacts que l'on voit comme ça au niveau du conventionnel. Mais là, c'est vrai que ça nous a paru vraiment prégnant. C'est pour ça qu'on a voulu mettre l'accent dessus. Donc, bien évidemment, date de récolte du précédent, ça va impacter directement la date de semis du colza. Tout ce qui va être l'obligation de travail du sol pour gérer les résidus, gérer le risque de repousse, notamment, hein, des repousses de céréales qui peuvent être très agressives vis-à-vis du colza. Et tout ça va faire qu'on va avoir un pas de temps en termes et une intensité au niveau du travail du sol qui va pouvoir être variable. Et là aussi, ça va influencer sur la date de semis, la qualité de préparation du sol, etc., etc. Et bien évidemment, si vous comparez par exemple une céréale à paille avec un précédent pois ou un précédent févrole, vous n'allez pas du tout avoir le même potentiel de fourniture en azote. Et donc derrière, un impact sur la croissance et sur la gestion de la fertilisation. Donc on a voulu voilà, mettre un petit peu l'accent là-dessus et on vous a proposé voilà, un tableau synthétique qui résume pour les principaux, j'allais dire, précédents que l'on peut retrouver en colza. Voilà un avis, j'allais dire un avis global en prenant en compte l'ensemble de ces, voilà, de ces facteurs, hein. Et je vous laisserai le découvrir en détail, en tout cas dans le cadre du guide, mais il vous est proposé ici, pour un premier aperçu.
On va parler bien évidemment préparation du sol. Donc, ce qu'on avait pu voir, pareil, toujours sur nos observatoires du projet Sécolbio, c'est qu'on avait quand même un nombre de passages relativement élevé avant l'implantation, avant le semis du colza sur nos parcelles de colza biologique. Donc ça nous pose la question, hein, notamment par rapport à tous les travaux qui ont pu être conduits par ailleurs en conventionnel, voilà, de comment réussir à optimiser le travail du sol pour limiter le dessèchement du sol. Donc l'idée déjà, c'est que un passage doit avoir un objectif. Donc ça permet quand même de raisonner le nombre et le positionnement de nos différents passages. Mais pour pouvoir, j'allais dire, définir l'objectif que l'on veut donner à chaque passage, chaque intervention de travail du sol, il faut avoir fait un diagnostic sur sa parcelle. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en avant notamment tout ce qui était test bêche, donc avec voilà, une explicitation pardon, assez synthétique de comment vous faites et comment vous l'interprétez pour pouvoir gérer derrière justement le travail du sol avant colza sur les parcelles. Un point clé, bien évidemment, aussi de cette phase-là, c'est la gestion du semis. Et là, je vous ai mis notamment en exergue, j'allais dire, une thématique qu'on a aussi souhaité un peu plus travailler dans le guide, c'est la densité de semis. Parce que ce qu'on a pu apercevoir, ce dont on s'est rendu compte sur les observatoires Sécolbio, c'est que en termes de densité de semis au niveau du colza biologique, on avait tendance à semer assez dru, hein, puisque vous voyez que là, les densités de semis oscillent, on va dire, en moyenne entre 30, mais plutôt même 40-60 grammes mètre carré, et qu'on a des parcelles aussi qui sont semées beaucoup, beaucoup plus drues. Ce que l'on a pu observer également, mais cette fois-ci, c'était dans le cadre des essais, donc là, c'est le graphique qui vous est présenté à droite, c'est que quand on regardait l'impact en fait de la densité sur la biomasse par plante, on s'apercevait que quelle que soit la gamme de densité testée et quelles que soient les conditions d'essai, on avait bien évidemment une baisse en fait de la biomasse par plante dès qu'on augmentait les densités. Et cette baisse, si l'on regarde notamment l'essai de la crabe qui vous est représenté en jaune, on peut voir que sur des densités qui sont aux alentours de 25 plantes mètre carré, on est plutôt sur une biomasse par plant qui tourne autour de 100 grammes et qu'elle va chuter en fait en dessous des 50 grammes qui pour nous est le seuil critique, dès qu'on va aller plutôt vers du 60 plantes par mètre carré. Donc ce qui nous a conduit à essayer de formuler un conseil qui soit le plus, j'allais dire, le plus équilibré possible entre, on le sait bien, la nécessité, hein, pour un colza bio d'avoir une bonne couverture au départ, ne serait-ce que pour pouvoir lutter après contre les adventices, mais en même temps de préserver la vigueur des pieds pour pouvoir après, j'allais dire après la phase de démarrage, et bien justement maximiser cette concurrence, cette capacité de concurrence vis-à-vis des adventices, puisqu'un gros pied de colza, il va être très concurrentiel, un petit, ça ne va pas être le cas. Et bien évidemment aussi la robustesse du colza par rapport aux dégâts de ravageurs et notamment des ravageurs d'automne. Donc voilà, là, c'est les 3 leviers sur lesquels je voulais mettre l'accent au niveau de la présentation, mais bien évidemment que les autres leviers que vous connaissez, hein, sur l'implantation sont abordés dans le guide, tout ce qui est fertilisation, date de semis bien évidemment et choix variétal, et je vous laisserai le découvrir. Petit point aussi qui est assez important à aborder, c'est tout ce qui va concerner l'association du colza. Donc ce que vous pouvez voir sur le graphique du haut, c'est que finalement, ce qu'on s'est aperçu au sein de nos observatoires, c'est que le colza était assez souvent conduit en association dans le cadre de nos observatoires, avec une pratique qui était notamment dominante sur le bassin du Grand Ouest et en Bourgogne-Franche-Comté, alors qu'il était minoritaire par contre sur le bassin du centre et du sud-ouest. Dans les essais qu'on a pu mener dans le cadre de Sécolbio, donc c'était des essais qui ont été menés dans le cadre du Grand Ouest, donc la Bretagne et Pays de la Loire. C'est ce qui vous est retranscrit sur le petit graphique présenté là en bas de votre écran. C'est que quand on regarde au niveau du rendement aux normes au sein de ces essais, on voit que notamment l'association avec le sarrasin et la camille ont souvent eu des effets bénéfiques sur le rendement du colza. Et en tout cas, c'est un effet statistique que l'on retrouve en regroupement d'essais. Donc, point très important. Malgré tout, et je pense que ça va peut-être frustrer plusieurs personnes, c'est que ces essais, ils étaient centrés Grand Ouest. On a quelques essais aussi qui ont été faits, notamment dans le Sud-Ouest, mais ça nous semblait un petit peu léger pour pouvoir en fait faire un conseil précis, affiné à l'échelle nationale. Donc, on a bien mis une section sur le colza associé au sein du guide. Par contre, on a choisi de ne pas trop la développer et au contraire de valoriser tous les résultats qu'on avait pu obtenir dans ces cols bio et par ailleurs, hein, parce que les partenaires avaient fait aussi des essais à part, au sein de fiches rationalisées, pour avoir des résultats qui soient vraiment adaptés en fonction du contexte.
Sur la partie gestion des ravageurs et des maladies, ce qui est quand même aussi important au niveau du colza, ce que l'on a choisi de faire dans ce guide, c'est vraiment de vous donner les premières clés pour reconnaître les ravageurs et les maladies et en apprendre plus voilà, sur leur nuisibilité et quand est-ce qu'ils arrivent et les moyens de lutte, que ce soit agronomique ou direct, qui soient utilisables. C'est pas non plus un guide qui vise à être très exhaustif et donc si vous avez des questions, notamment sur la partie, ravageurs et maladies, je vais juste repasser, je vais passer pardon, voilà, ma diapo est partie. Je vous invite plutôt à consulter donc les petits guides que vous pouvez trouver donc, en vente sur notre site internet, donc le guide des ravageurs du colza et le guide des maladies du colza, qui là vous donneront vraiment une information, très, très précise sur ces 2 points-là. On a souhaité en effet mettre en avant, notamment tous les leviers, hein, que l'on pouvait utiliser pour, la lutte agronomique vis-à-vis des ravageurs. Donc là, je vous ai mis en exergue, voilà, le cas en effet des mélanges variétaux que l'on peut utiliser pour réduire la nuisibilité des méligètes. Donc là, on a souhaité, voilà, bien le développer, parce qu'on dit souvent qu'il faut associer à une variété précoce. Mais là, voilà, on a souhaité mettre un petit peu l'accent, dessus, en vous donnant un peu plus de détails sur le choix des variétés, possibles. Autre point aussi important pour nous, c'était qu'on parle souvent des ravageurs, mais on oublie, un autre corps, quand même, des insectes et autres d'ailleurs, il n'y a pas que des insectes. C'est tout ce qui est auxiliaire. Les auxiliaires de culture, bah, c'est quand même un atout, hein, notamment en bio pour pouvoir, arriver à gérer sur le long terme, voilà, les ravageurs de culture. Donc on a essayé, voilà, de vous mettre des informations dans ce guide pour les connaître, savoir comment ils agissent parce qu'ils restent quand même assez méconnus et aussi des petits conseils sur, voilà, qu'est-ce qui est à mettre en œuvre pour favoriser leur présence, leur maintien dans les parcelles, mais surtout aussi autour des parcelles parce que c'est un réservoir, voilà, de nourriture, c'est un réservoir aussi de refuge pour qu'ils puissent, rester à proximité des parcelles. Gros point qui a été, enfin grosse place plutôt qui a été laissée aussi dans le guide à la gestion des adventices, où c'est ce que je vous ai dit en introduction, hein, c'est quand même un facteur qui est ressorti comme un facteur limitant principal sur beaucoup de bassins. Donc on a essayé vraiment de le mettre à l'honneur dans ce guide-là. Avec, l'idée, d'abord de mettre en avant que le meilleur, j'allais dire «désherbant» entre guillemets du colza, bah, c'est lui-même, hein. Un colza bien désherbé, c'est déjà un colza qu'on n'a pas besoin de désherber, donc il faut, il y a toute l'importance en fait du travail fait en amont pour voilà limiter en fait la pression en adventice au moment de la levée et du démarrage du colza pour qu'il puisse s'installer, j'allais dire un peu plus tranquillement. Et puis ensuite, voilà tous les leviers qui vont lui permettre de maximiser sa concurrence, notamment au niveau de l'automne, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis bien évidemment, bah, au-delà, j'allais dire de la capacité de concurrence du colza, il y a tous les autres leviers qui peuvent être mis, mettre mis en avant au niveau de l'itinéraire technique. Donc la clé pour nous, c'est ça qui nous paraissait aussi important à mettre en avant, c'était de choisir les bons leviers et de les combiner tout au long de la rotation, sachant qu'en fonction de la flore que vous allez avoir sur votre parcelle, c'est ce que vous montre le petit tableau là, extrait du guide qui vous est mis à gauche, bah, tous les leviers ne vont pas être, de la même efficacité. Et puis aussi, petit point important qui nous a semblé, voilà, à mettre en lumière, c'est que la bonne gestion des adventices, c'est pour le colza, dans le cadre du colza, mais ça sera aussi pour toutes les cultures de la rotation derrière, hein. Et notamment, donc on a fait un focus, voilà, sur la question de la gestion des repousses du colza qui avait tracassé, pas mal d'agriculteurs avec qui on a travaillé dans le cadre du projet Sécole Bio. Au-delà, j'allais dire, voilà, de tous les leviers agronomiques qu'on peut mettre en place, j'allais dire au niveau de l'itinéraire technique, il y a aussi la question, voilà, des outils de désherbage mécanique. Donc voilà, quels outils, quels réglages? Donc on a souhaité, voilà, faire un point, exhaustif, là-dessus. Donc là, notamment sur les 3 principaux outils que l'on retrouve, notamment, la houe rotative, la herséterie et la bineuse, bah, quand est-ce qu'on peut la passer sur colza, et avec notamment à quelle vitesse? Et puis voilà, des petits points de détail sur certains outils, notamment comme la bineuse, sur le choix, voilà, des accessoires, qui peuvent composer cette vineuse et leur adéquation en fonction du type de sol, et cetera. Donc je vous laisse découvrir tout ça, au sein du guide. Alors j'allais dire maintenant la grosse question, je vous ai présenté quelques extraits, entre guillemets, je vous ai peut-être mis, «l'eau à la bouche». Alors le guide Colza Bio, il est téléchargeable donc sur le site de Terrinovia, donc là vous avez le lien, pour pouvoir aller, voilà le récupérer, dès à présent. Le guide au format papier est
disponible en fait sur commande, voilà, sur notre site web, pardon. Mais surtout, n'hésitez pas à venir le chercher, voilà, sur les différents événements, hein, qui peuvent se faire en région et sur lesquels on est présent. On apporte nos guides de culture et on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous, voilà, de vive voix, sur ce nouveau guide. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, sur le projet S'école Bio dont je vous ai pas mal parlé, voilà, tout au long de ce webinaire, sachez qu'il y a une page web, voilà, qui est dédiée donc à la présentation du projet. Et si vous voulez en savoir plus sur les résultats en eux-mêmes, il y a un jeudi de TI qui a été fait en septembre, début septembre, et je vous ai remis l'adresse juste là pour que vous puissiez aller le regarder. Écoutez, moi j'en ai terminé au niveau de la présentation. Donc Merci beaucoup, voilà, si vous Cécile. avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a quelques questions. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation très claire. Je vous ai remis également, alors tous les liens sont sur le fil de la conversation, donc évidemment le lien de téléchargement pour télécharger le guide de culture Colza Bio. Il y a également le webinaire des jeudis TI sur les résultats de S'école Bio, dont Cécile a beaucoup parlé. Et également les informations, la page projet, ce qui est sur notre site, euh, avec quelques articles. Alors, je reprends les questions. Pour l'instant, il y a 3 questions, mais vous pouvez continuer à en poser. Alors, quel type d'associations sont rencontrées habituellement? Alors, au niveau des associations, on va avoir des segmentations assez claires entre bassins et en fait entre stratégies, j'allais dire, pour conduire le colza. Si on prend la partie Grand Ouest, on va retrouver pas mal d'associations à base de sarrasin, par exemple, ou de lentilles. C'est ce que l'on avait notamment dans les observatoires. Donc là, j'allais dire, bon, bah, le sarrasin est une culture, hein, que l'on connaît bien sur la région du Grand Ouest. C'est une culture enfin, c'est une plante qui a l'avantage quand même de couvrir vite, pardon, d'être très agressive. Donc, j'allais dire d'un point de vue gestion des adventices, parce que c'est souvent ça qui est recherché quand on associe le colza en bio. Ça, en effet, ça peut très bien convenir. J'allais dire le bémol que je mettrais à ça, c'est que là, je ne vous ai pas présenté ces résultats-là, mais voilà, la capacité de pousse d'un colza dans le Grand Ouest est phénoménale. On avait des colzas qui atteignaient régulièrement les 2,5-3 kilos en entrée et en sortie d'hiver. Donc, on a un colza qui a une très forte capacité de concurrence. Donc, même si le sarrasin, lui aussi, est très poussant et très concurrentiel, bah, finalement, il arrive à le gérer. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, sur des bassins comme la Bourgogne-Franche-Comté, où il y a un risque d'étouffement beaucoup plus important. Et après, sur le sud-ouest, alors là, on a des colzas qui sont associés plutôt avec des légumineuses, avec 2 stratégies qui peuvent être rencontrées. Soit comme dans le Grand Ouest, en fait, des semis qui sont semoirs à céréales, donc avec une association, j'allais dire, bah, là, sur le rang, mais à écartement réduit. Ou alors des semis de plants de compagne sur le rang uniquement, lorsque le colza est semé à grand écartement. Et là, on va retrouver pareil du fenugrec notamment. Mmh. De la lentille, mais pas de la lentille fourragère. Parfait. Merci beaucoup, Cécile. Deuxième question, avez-vous testé le semis de précision à 40 grammes par mètre carré, 50 centimètres d'écart interrang avec couvert en interrang? Une question très précise. Alors si je comprends la question, donc c'est un colza Je semé à répète? grand écartement et Ouais, avec du couvert sur l'interrang. ouais, tester. Alors, le semis de précision à 40 grammes par mètre carré, 50 centimètres d'écart en interrang avec couvert en interrang. Alors, ça, c'est une stratégie qu'on a testée donc alors, pardon. Le semis grand écartement à 40 grammes mètre carré, on l'a testé donc dans des essais qui étaient dans le sud-ouest, sachant que, on avait plusieurs densités de semis, testées. Et si ma mémoire est bonne, désolée si je me trompe, on allait de 25 jusqu'à 45 grammes mètre carré. Donc ce qui fait qu'à un moment, vous pouvez quand même avoir, un peu de peuple sur le rang. Dans le cadre de ces essais-là, on a testé que le semis du couvert sur le rang parce qu'on avait des essais menés antérieurement sur la même zone où en fait, quand on a un colza à grand écartement, on veut souvent le biner. Et donc en fait, quand on avait semé le couvert dans l'inter-rang, eh ben, on s'était aperçu que ça avait un effet négatif, notamment sur la gestion des adventices par rapport à un colza qui pouvait être biné. Et donc on n'avait pas retenu cette modalité-là dans les essais de Sécole Bio de ce fait-là. Parfait, merci Cécile. Une autre question, quid des variétés pièges à méligette et quelle est leur efficacité?
Alors, je vais répondre en 2 temps. Sur le quid des variétés, alors c'est une très bonne question. Donc on a fait des tests, de vari enfin pardon, on a fait en tout cas des essais on a mené des essais dans le cadre de Cécole Bio, excusez-moi, où en fait on a testé différentes variétés. Donc on voyait bien qu'il y avait des différences, hein, de performance, en fonction des variétés. On s'est attaché donc à tester d'un côté donc les lignées, qui sont présentes aujourd'hui sur le marché, en bio et certains hybrides et notamment des hybrides, sur la zone de la Bourgogne-Franche-Comté en particulier, qui avaient des bons comportements vis-à-vis, des ravageurs d'automne. Pas seulement des méligettes, mais des ravageurs d'automne. Là aussi, on a vu clairement, hein, des différences, de performance. Tous ces résultats d'essais vont être synthétisés donc, enfin sont synthétisés donc Mmh. dans une synthèse. Simplement, on a remis en place des essais cette année voilà, pour les confirmer. Donc la synthèse globale de ces essais va sortir, là début 2025 et on pourra la retrouver sur le site, la page qui est affichée là. Pour la partie, variété, j'allais dire spécifique, méligette, donc nous au niveau des essais, donc on a surtout testé donc l'association avec, ES Alicia. Ce que l'on a pu voir, je pense que c'est ce qu'on peut voir, par ailleurs, c'est-à-dire qu'on voyait bien que la variété donc fleurissait bien avant notre colza, j'allais dire, notre autre variété d'intérêt. Donc ça, on va dire que le levier là-dessus, fonctionnait. Après sur l'impact sur la gestion des méligettes en elles-mêmes, quand on est en situation, j'allais dire d'infestation modérée, ça nous a semblé en tout cas fonctionner plutôt bien. Là où on a eu plus de difficultés, c'est quand on avait des infestations très, très fortes, où là malheureusement la variété, les quelques plants de variété, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, chaque fois en mélange, étaient dépassés. Très bien, merci. Et une autre question, est-ce qu'il y a des retours d'expérience de colza bio semés en semi-direct? On n'en a pas eu dans le cadre du projet. Donc là, Très je bien. vous avoue que je suis plutôt aveugle sur cette partie-là. Et enfin, moi, j'ai 2 petites questions, pour finir. Est-ce que l'élaboration d'un tableau de bord colza robuste a été réalisée dans le cadre de Cécole Bio et est-ce qu'on le retrouve dans le guide? Alors, c'est un sujet qu'on a travaillé donc avec les partenaires du projet. Ce qu'on a souhaité faire finalement, c'est faire des tableaux de bord en fait par bassin, parce qu'on s'apercevait que la hiérarchisation des facteurs limitants n'était pas la même. Donc pour le moment, dans le cadre du projet, donc on a produit un tableau de bord, pour la partie Grand Ouest et un autre pour la partie, Sud-Ouest. Le tableau de bord du Sud-Ouest, on est en train de le challenger, voilà, dans un nouveau projet, qui démarre, qui a démarré, l'année dernière. Voilà pour, sur un autre morceau, on va dire du Sud-Ouest. On les a pas mis dans le guide en tant que tel. On pense les valoriser notamment dans un point technique, colza robuste bio, à paraître, dans les prochaines années. Parfait, merci. Et enfin, dernière petite question, quels sont les autres guides Terrinovia qui sont spécifiques au bio? Alors on en a plusieurs, donc on a notamment donc, de manière historique, on a le guide soja bio et le guide tournesol bio. Est venu le rejoindre juste avant le colza, donc le guide Févrole bio aussi et par ailleurs, sur, les cultures, du lin, du pois chiche et de la lentille, on a souhaité faire des guides mixtes, donc qui abordent à la fois le bio et la conduite conventionnelle. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile pour cette présentation. Je ne vois pas d'autres questions. Donc bah, on va se dire au revoir. On espère que ce webinaire vous a intéressé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 31 octobre, pour parler de cameline. Encore un grand merci Cécile pour cette présentation très, très claire et nous avoir partagé, toutes ces informations sur le colza bio. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver et retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux. Je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup.